Hello le DFS, ça va toujours? Ouh, on sent que la journée est dure. Allez, 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 un petit peu plus. Ces derniers speakers, il faut quand même lui faire hommage. Allez, est-ce que ça va toujours? Et ça commence à être bien, l'apéro est pas loin, on le sent. En tout cas, pour terminer cette belle journée, quoi de mieux que de parler de GitOps? Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il fait un peu chaud, donc j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de journée. Mais en tout cas, je demandais le maximum d'énergie pour applaudir très très fort Guillaume qui va nous parler de GitOps. Merci beaucoup pour lui, applaudissez-le fort. Eh ben, bonjour tout le monde et merci d'être avec moi pour clore cette première journée de talk. Ça me fait plaisir. Je me présente du coup, je m'appelle Guillaume Moirot, je suis un ancien développeur Java qui est passé tech lead. Maintenant je fais un peu plus un rôle d'architecte, mais toujours avec le qualificatif DevOps. Je travaille beaucoup dans les environnements cloud et Kubernetes évidemment. Et ma grande passion du moment, sans surprise, le GitOps et aussi poussé vers le Everything as Code. Voilà. Pour les gens qui sont venus plus pour la partie database, parce qu'ils ont vu database, je vais faire un rapide rappel sur ce qu'est le GitOps. Vous pouvez aller vous rendre sur opengitops.dev qui vous propose une définition. La définition, elle dit qu'on doit décrire l'état du système qu'on veut de manière déclarative, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on veut et on ne dit pas comment on l'obtient. On va versionner cet état de sorte à le garantir son immuabilité. On pourra donc se baser sur cette version comme source de vérité. Et pour ça, Git sait très bien faire le taf, donc c'est souvent pour ça qu'on utilise Git dans le process GitOps. Troisième point, on a besoin d'un bot qui va continuellement récupérer cet état. À chaque fois que vous déployez une nouvelle version, en fait, son rôle, c'est de récupérer l'état. Et enfin, on a un deuxième bot qui, lui, va prendre l'état et observer le système et essayer de réconcilier le système avec l'état qu'il a récupéré. Donc le spec ne dit pas si le bot doit être, si c'est un seul et même bot, si c'est deux bots, c'est pas bien grave. Et en fait, ça c'est quelque chose de très naturel, c'est assez récent dans le déploiement, mais c'est quelque chose de très naturel. C'est ce que vous faites chez vous quand vous voulez ajuster la température. En fait, hein, vous allez régler la température, vous dites que vous voulez 21 degrés. Le thermostat fait son boulot de vérifier combien il fait et d'éventuellement lancer la chaudière. C'est quand même vachement plus sympa que d'aller mettre une bûche dans la cheminée. Alors, si on regarde l'histoire un petit peu du déploiement, on voit que le GitOps, c'est une évolution du déploiement et ça représente un niveau de maturité. C'est surtout l'émergence des technologies infra as code déclaratives comme Terraform, Ansible, Kubernetes qui ont permis de passer sur la dernière marche. Sur la dernière marche, on va trouver des technologies supplémentaires qui vont pouvoir officier comme soit le bot 1 pour aller pouler l'état, comme bot 2 pour aller réconcilier le système, ou pour faire les deux, un petit peu comme Flux et Argo CD. Donc en général, quand on fait du GitOps, on fait un mix de technologies dans ces deux dernières étapes. Par contre, si on regarde un petit peu du côté base de données, on est obligé de constater que la hype autour du cloud native, elle a un peu oublié cet élément essentiel, les schémas de base de données. Donc, au mieux, on utilise des ORM pour décrire de manière déclarative notre modèle. Ça simplifie les développements dans les applications, et ça, on a tous compris que c'était quand même vachement plus pratique, le déclaratif, dans ce cas-là. Mais comme c'est plutôt limité, quand il s'agit de gérer des changements de manière fiable, eh ben, on va combler ce manque avec de l'outillage plutôt impératif. Et là, on reconnaît des outils comme Liqubase et Flyway, qui aujourd'hui font référence. Et là, très souvent, on va appliquer aussi un mix technologique, sauf que là, on va le faire plutôt par nécessité que par opportunité. Et ce mix technologique, il n'est pas complètement satisfaisant, il y a plusieurs aspects pour ça, je ne vais pas le développer, mais déjà, on peut dire qu'on est obligé de faire une double maintenance, on va maintenir notre modèle de données, et puis on va être obligé d'avoir quelque chose de cohérent aussi au niveau de Liqubase. On va avoir des automatisations au moment du déploiement qui sont souvent discutables d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue sécurité. Et aussi, on peut avoir un effet de couplage technologique. Très souvent, on va retrouver Liqubase et Flyway pour des développements Java, on va retrouver d'autres outils pour d'autres langages.
Et finalement, ça va tirer vers des process de déploiement qui vont différer, alors qu'au final, ce qu'on veut, c'est toujours la même chose, c'est mettre à jour notre schéma de base de données. C'est là qu'un challenger arrive, Atlas, qui est mené par l'entreprise Ariga. Alors Ariga, il mène deux projets, ENT et Atlas, depuis un peu plus de 4 ans. Les deux projets tournent autour des mêmes sujets. On sent qu'il y a une expertise quand même sur les ORM et les bases de données. Et pour la petite info, ils ont fait une grosse levée de fonds l'année dernière qui leur permet de mener sereinement et d'avancer sur ces projets-là. On a un écosystème assez riche. Ils proposent beaucoup de choses. Au centre, on va retrouver un CLI en 2 versions, communautaire open source, sous licence Apache, et on a une version propriétaire qui propose une offre gratuite et payante. Et après, on va retrouver des wrappers assez classiques, des conteneurs Docker pour s'exécuter n'importe où, un SDK. On va retrouver aussi des intégrations plutôt sur la partie automatisation, notamment un opérateur Kubernetes, un provider Terraform. Et puis, ce qui est bien, c'est que pour le côté applicatif, on va retrouver pas mal d'intégrations avec les ORM, avec Hibernate, avec tout ça, ce qui permet d'adresser un large panel de langages, le Java, le Go, TypeScript, je ne sais plus ce qu'il y a sur la slide, mais vous voyez ça. Et il y a aussi une plateforme cloud qui permet d'augmenter encore un peu plus les fonctionnalités. Et là, je crois que c'est l'heure de la démo. C'est l'heure d'invoquer les dieux, ou les démons en fonction. Je vais me permettre de basculer. On va faire une première démo. Alors la première démo, elle a pour but de pouvoir démontrer le cœur en fait, d'Atlas. Et en fait, Atlas, il est surnommé le Terraform pour les databases. Donc on va essayer de se mettre un petit peu dans un workflow qui ressemble à Terraform, qui est un workflow de déploiement continu. En Terraform, on retrouve souvent ce truc-là. C'est qu'en fait, on a une branche principale qui représente vraiment l'état de notre infrastructure, l'état de notre prod. Et puis quand on veut faire un changement sur l'infra, en fait, on fait une branche, on fait notre modif, on fait une merge request. À ce moment-là, il y a une automatisation qui vient simuler, en faisant un Terraform plan, les changements. Et puis, si l'APR est validé, eh ben, du coup, c'est mergé. Quand ça tombe dans la branche principale, on a modifié donc l'état qu'on souhaite avoir, et ça, c'est appliqué sur l'infrastructure avec un Terraform apply. Avec Atlas, on peut faire la même chose, un truc similaire, sauf que par contre, Atlas va prendre des sources, des états. Les états ne seront pas des états d'infrastructure, mais des états plutôt description de base de données. En premier lieu, il va prendre un état courant. Quel va être son état courant? C'est la base de données que vous ciblez, qui va être, mettons, en V1. Et puis, en source, il va prendre l'état que vous souhaitez avoir, qui sera la V2. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donner une base de données, mais vous pouvez donner aussi un script SQL. Vous pouvez donner un fichier HCL, on verra un petit peu après, mais le HCL est utilisé par Atlas, dans lequel ils fournissent un DSL spécifique pour décrire un schéma de base de données, et ils le font avec une syntaxe HashiCorp. Et puis vous pouvez carrément vous intégrer avec un ORM, et c'est ce qu'on va faire dans la démo, c'est-à-dire que vous allez vous sourcer directement dans votre application. Pour faire ma démo, j'ai un petit setup, donc j'ai une base de données Postgre qui tourne, et actuellement il y a déjà un schéma qui correspond à ce que j'ai dans mon code Java. Donc je vais juste me mettre en watch. En fait, là, en continu, je vais demander à Atlas de me donner un extract de mon schéma pour qu'on voit en temps réel en fait, la tête qu'il a. Voilà, donc là, on a un exemple de HCL avec le DSL Atlas, donc c'est assez simple de comprendre ce que ça veut dire. On définit des tables, des colonnes, des primary keys, des schemas, etc. Et c'est plutôt sympa. Là, nous, ce qu'on va faire, donc j'ai mon projet Java. Je vous présente un petit peu mon environnement. Donc, j'ai un projet Java avec un objet présentation qui correspond à ce que j'ai de ce côté-là. Je n'ai pas encore de salle parce que ça va venir dans mon évolution. J'ai un POM XML, bien sûr, pour pouvoir faire ma compilation, et puis mon intégration avec Atlas. J'ai aussi un fichier de configuration Atlas, pour donner un peu d'informations à Atlas, notamment un environnement sur lequel je vais dire quelle est ma chaîne de connexion à ma base de données,
Donc c'est ma cible. Je vais avoir aussi où est-ce que je vais trouver l'état que je voudrais appliquer, c'est-à-dire mon code applicatif. Ici, on voit que c'est une data source externe. Et cette data source externe, en fait, elle génère un schéma en exécutant une commande Maven et le plugin que je vous ai montré juste avant. Et on doit définir aussi une base de données éphémère que Atlas va utiliser. Il va popper une base de données éphémère, il va faire son travail pour pouvoir calculer en fait, le diff, le plan qu'il va devoir faire. Et donc, l'idée, c'est de fournir un ensemble de requêtes SQL qui va permettre d'arriver à l'état V2. Donc, on va simuler un petit peu ce fonctionnement-là avec le workflow Git que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais faire ça sans Git, mais on va essayer d'imaginer. Donc, je vais faire une modification de mon code. On va dire que je suis sur une branche. Donc, je rajoute une table, un objet sale. Tac. Et on va dire que je fais ma merge request, du coup, avec cet état-là. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est l'équivalent de Terraform plan, c'est-à-dire que je vais faire un dry run de ce truc-là. Et Atlas, en fait, me dit, OK, donc pour arriver dans l'état que tu souhaites, je vais créer la table sale, et puis je vais faire une modification de la table présentation, je vais rajouter une colonne sale ID et une contrainte clé étrangère. OK, très bien. Mais il ne s'arrête pas là. Il va faire des checks pour moi. Il y a des checks implicites. Il va me donner quelques warnings. Alors attention, tu mets une contrainte de clé étrangère, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir faire un full scan de la table pour vérifier que la contrainte est respectée. OK, logique. J'ai un changement qui est dépendant de la donnée, c'est-à-dire que tu m'as donné une colonne non nullable qui pourrait planter si la table, en fait, il y a des données dedans. Tu ne m'as pas donné de valeur par défaut, donc en fait, ça risque de planter. Et puis, dernier check, c'est un problème de convention de nommage. Celui-là qui est un petit peu plus explicite, parce que en fait, ça correspond à une configuration que j'ai mis dans mon fichier de configuration, où j'ai la capacité de mettre quelques normes de développement comme ça, donc pour garantir que ma nomenclature est respectée. Donc effectivement, je n'ai pas respecté ma nomenclature. Donc en fait, je vais pouvoir déjà faire mon correctif, mon fixe, pour avoir une autre revue. Et puis effectivement, ma colonne, elle est non nullable, ça ne passera pas si j'ai des données dans ma base, dans ma table. Donc je recommit. J'ai de nouveau, du coup, une simulation. Et là, ma simulation, effectivement, j'ai à peu près, ça a un petit peu changé, j'ai pas exactement la même chose, mais surtout, j'ai plus qu'un seul warning, c'est contrainte de clé étrangère. Ça, c'est normal, je ne peux pas y couper. Donc, on va dire que c'est satisfaisant. Je valide ma merge request. Et donc, du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer. Donc là, je vais avoir un mécanisme de auto-approve. Et si je lance ça, normalement, ça marche. Donc là, vous voyez que l'état de ma base de données, il a changé. Du coup, j'ai ma colonne et puis j'ai ma table sale là qu'on voit un peu plus bas. Voilà, première démo. Deuxième et dernière démo, on est dans un autre contexte. Là, on était dans un contexte où on maîtrisait, en fait, on gérait nous-mêmes l'infra et du coup, on gérait nous-mêmes la base de données et les changements qui étaient appliqués. Deuxième contexte, vous êtes développeur et en fait, vous n'avez pas la main là-dessus. Vous livrez une application et cette application, elle nécessite un schéma dans un schéma avec un certain état. Donc, ce que vous fournissez, c'est le HCL. Vous dites, voilà, application plus le HCL. Et en fait, l'opérateur, l'Ops ou le DevOps, en fait, il va choisir d'appliquer ça en mode GitOps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir un cluster cube. Donc là, sur mon poste, j'ai un mini-cube. Et avec la base de données Postgre toujours. Et puis, je vais installer un opérateur Kubernetes fourni par Atlas. Son rôle, ça va être de vérifier, d'observer en fait en continu le fait qu'il y ait une déclaration de Atlas Schema d'un objet, un CRD Kubernetes, qui va contenir du coup le HCL, et puis qui va tenter du coup de l'appliquer sur la base de données. Alors normalement, si on est vraiment dans un mode GitOps, je devrais en fait
générer ce CRD, enfin développer ce CRD et en fait le pousser dans un Git, avoir un flux qui va venir pouler pour l'appliquer ensuite dans Cube. Pour la démo, je vais faire un tout petit peu plus rapide, je vais prendre un raccourci et je vais aller l'appliquer directement. Parce que le but, c'est vraiment de vérifier la partie Atlas et pas vraiment cette partie-là qui, normalement, est connue et fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas assez de fenêtres, j'en ouvre encore une. Je vais inspecter aussi en même temps un petit peu mon cube. Et là, je vais aller installer mon opérateur Atlas. Ok, normalement, si je regarde, voilà, il est en train d'arriver, l'opérateur, tranquillement. Et en tant qu'Ops, en fait, je vais développer mon fichier Atlas Schema. Mon Atlas Schema, du coup, on retrouve un objet cube, dans lequel je vais définir en fait comment j'accède à ma base de données, et puis ce fameux HCL qui m'a été fourni par les développeurs. Là, aujourd'hui, ce HCL qui est défini là, il est à l'identique de ce qu'il y a sur ma base de données. Donc en fait, je vais l'appliquer et je ne devrais pas avoir de changement encore. Par contre, ce que je devrais pouvoir voir, c'est que là, pour l'instant, je n'ai pas d'Atlas Schema, mais si je l'apply, pas celui-là, je vais y arriver, voilà. Si je l'apply, du coup, je le vois qui arrive, et là, je vois qu'il fait le même boulot que moi quand j'ai fait dans la démo 1, c'est-à-dire qu'il va essayer de réconcilier le schéma de base de données avec ce que je viens de lui donner. Il ne devrait pas y avoir de changement, et donc il devrait être content, et surtout, le plus important, c'est que là, le Atlas Schema devrait passer en ready true, et dire « Ok, je suis synchronisé, il n'y a pas de problème. Ce que tu m'as demandé, en fait, c'est bien ce qui correspond dans la base de données. » Super, ça fonctionne. Et donc là, je vais faire une évolution de mon modèle. Et le développeur fait une évolution, il fournit un nouveau schéma. Dans ce schéma, en fait, il a supprimé la colonne titre. Et il va... hop là, pas ça. Il va rajouter une colonne speaker. Et donc là, je vais réappliquer une nouvelle version de ce schéma. Donc on voit qu'il essaye de récupérer, et là, il y a un petit souci. Il y a une erreur, et il n'est pas content, et il est ready false. Effectivement, il n'est pas content, parce que si on va pouvoir inspecter un petit peu son état, et on va aller voir en dessous qu'il y a un lint policy error, et pourquoi? Parce qu'on est en train de dropper une colonne qui s'appelle titre. Alors effectivement, j'ai la possibilité dans mon Atlas Schema de donner quelques policies, et notamment d'éviter des catastrophes en indiquant que je ne veux pas de destruction. Si on demande une destruction, je considère que c'est une erreur, je m'arrête. J'ai aussi la possibilité, par contre, de dire, en fait, je vais prendre, tu me demandes de détruire des trucs, ok, je les prends, par contre, j'en tiendrai pas compte. Donc je vais skipper tout ce qui est drop colonne. Donc là, je me remets là. Je réapplique du coup cette nouvelle version. Donc là, normalement, ça s'applique. Je devrais avoir ma colonne speaker, mais j'ai toujours ma colonne titre. Donc il a bien pris les nouvelles colonnes, enfin les changements, mais par contre, il n'a juste pas pris en compte tout ce qui était suppression. Bien sûr, évidemment, si je ne fais confiance au développeur et qu'en fait je le prends tel quel, et que je réapplique, là, il va finir, normalement, par me supprimer mon titre. Voilà, magnifique, il m'a supprimé. Donc là, je viens de faire des évolutions de base de données, sans faire de requête SQL, juste en modifiant une déclaration, et en plus, je n'ai pas non plus de pipeline qui fait ça, c'est mon opérateur qui le fait. Du coup, la compatibilité de Atlas, aujourd'hui, est compatible. Atlas est compatible avec les bases de données principales qu'on utilise, MySQL, Postgre, Maria, bon, SQLite dans certains cas. Et il y a quelques autres bases de données qui sont prises dans la version payante.
Et ce que vous allez pouvoir gérer avec Atlas comme type d'objet dans la base de données, en version gratuite, les trucs les plus classiques, table, colonne, index, clé étrangère, contrainte. Voilà. Dès que vous allez faire des trucs un petit peu plus nasty, des vues, des start procédures, etc., il va falloir passer sur la version payante. Et là, on a fait quelque chose de très rapide. On a été straight to the point. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses dans Atlas. Là, je vous ai montré un workflow déclaratif. En fait, Atlas a commencé par un workflow plutôt versionné qui ressemble à ce qu'on trouve avec Liquibase, en empilant des changes et en packageant ça, en mieux quand même, dans lequel il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de checks, on peut faire plus de choses. Aujourd'hui, Atlas Ariga se concentre plus sur la version déclarative et ils sont en train de faire évoluer ça. Il y a aussi un framework de test. Il y a aussi Atlas Cloud, dont on n'a pas parlé, qui permet d'aller stocker des schémas, qui permet d'avoir de la documentation, des diagrammes générés automatiquement, ce qui est plutôt cool si on veut avoir une vision sur, par exemple, la prod sans avoir accès à la prod. Et puis, surtout pour le GitOps, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est capable de faire du monitoring. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vous alerter si jamais il y a quelqu'un qui a été touché à votre base de données sans être passé par votre process GitOps. Et en gros, Atlas sort une version tous les mois, avec des features quand même vachement intéressantes. Voilà, je remercie Rotem Tamir, qui est le CTO d'Ariga, qui m'a aidé à faire cette conf. Ariga globalement, parce qu'ils se sont lancés dans une aventure qui est assez intéressante. Le GDG pour m'avoir permis d'être là ce soir. Et je vous remercie, vous, parce que vous allez pouvoir scanner le deuxième QR code pour me donner un feedback. Merci.